va expliquer pourquoi le nouveau monde a des difficultés d'apparaître, eh bien c'est l'histoire de nos luttes. Donc, surtout pour les plus jeunes, n'allez pas croire que vos parents n'ont pas lutté. Il faut qu'on réapprenne l'histoire des luttes, des immigrations et des quartiers populaires qui n'ont jamais cessé. Quand j'entends des jeunes être persuadés que parce qu'ils ont créé un collectif, ils sont les premiers, ils oublient que leurs parents analphabètes, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'immigration algérienne, pendant la guerre d'Algérie, ont été capables de s'organiser, de faire des réunions, d'écrire des tracts alors qu'ils, enfin, de distribuer des tracts alors qu'ils étaient analphabètes, de cacher des armes, de trouver tout. C'est-à-dire que c'était un militantisme qui est de beaucoup, sur lequel on a encore à apprendre aujourd'hui. Tout ça autofinancé, tout ça sans subvention, tout ça avec les dangers de contrôle de police, etc. Mais ça n'est qu'un exemple. Les années 70, un certain nombre de droits que nous avons aujourd'hui viennent des luttes de ses parents. On a l'impression aujourd'hui, parce que des droits sont acquis, qu'ils ont toujours été acquis. Lorsque vous étiez étranger aux années 70, vous n'aviez pas le droit d'être délégué syndical. Il a fallu des luttes pour les avoir. Vous n'aviez pas le droit d'être délégué du personnel. Vous n'aviez pas accès à l'allocation adulte handicapé que lorsque vous étiez handicapé. Il y a toute une série de droits qui ont été arrachés parce qu'il y a eu des luttes. Et donc, les générations antérieures ont été des générations militantes. Simplement, on a oublié cette histoire-là. Et donc, ça va être la première arme, c'est la diffusion de l'amnésie. Et il faut s'interroger sur comment cette amnésie a pu s'installer. Et donc là, par contre, moi je me mets dedans, hein, il y a un élément critique pour les générations antérieures. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'ait pas transmis aux nouvelles générations? Je crois qu'on a tous sous-estimé ces dimensions-là. Vous savez, les militants, ils croient qu'ils ne vont jamais mourir. Ils croient qu'ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans, donc ils disent, bon, ce sera toujours temps demain de passer le message. Eh ben non, non. Quasiment dès qu'on a 25 ans, il faut se dire, il y a les 20 ans qui montent là. Il faut effectivement qu'on transmette le message. Il faut se poser la question de la mémoire militante. Donc, le fait que le nouveau monde tarde à venir, eh bien, il y a aussi un certain nombre de stratégies d'instrumentalisation et de division. C'est pas nouveau. Hein. Relisez, on vient de les publier en français, relisez les textes du Black Panthers Party aux États-Unis, parce que beaucoup de choses ressemblent à la situation ici. Vous apercevez de quoi? Vous savez comment ce grand parti, c'était un grand parti, hein, distribuait dans les quartiers des petits déjeuners à des milliers d'enfants qui allaient à l'école le ventre plein, sinon ils n'y allaient pas. Hein, parce qu'on connaît les Black Panthers, c'est comme si c'était simplement des gens qui voulaient la violence. Non, c'était les programmes de santé, les programmes, etc. Eh bien, comment ça a explosé le Black Panthers Party? Est-ce qu'il aura manqué des militants? C'était pas ça. Hein. On a diffusé des rumeurs en disant, lui là, tu crois qu'il est au Black Panthers? Voilà la preuve qu'il travaille pour la CIA. Alors bien sûr, on n'en est pas là en France, hein, mais quand même, comment se fait-il que dans une ville, vous ayez deux associations qui partagent la même colère, les mêmes revendications et qui s'insultent? Comment se fait-il qu'on est plus gentils que nos ennemis qu'entre nous? Comment se fait-il que dès qu'il y a une virgule de divergence, ça devient la rupture? Qui a intérêt en face? Ils ont plein de divergences, hein, mais ils sont capables de s'unir. Et donc, il faut s'interroger sur qui diffuse cela, comment ça se diffuse, etc. Et donc, il y a des instrumentalisations à différents niveaux, que ce soit à l'échelon municipal, mais également à l'échelon national, etc. On en a un bon exemple aujourd'hui. Vous diffusez médiatiquement sur Internet, etc., que, attention, il y a des associations antisémites. Ça veut dire qu'ils soutiennent la Palestine, hein, si vous voulez. Il faut traduire maintenant, hein. Quand vous commencez à avoir ce type d'attaque, ça veut dire ah, ils soutiennent la Palestine, donc ils sont antisémites. Ou bien complotistes. Et là, vous allez avoir des associations qui vont commencer à se méfier les unes des autres. Moi, je vous dis, à chaque fois qu'on vous dit qu'une association est antisémite, est complotiste, allez discuter avec elle. Faites-vous une idée par vous-même. Ne croyez pas ce qu'on vous dit dans ces bruits qui sont en train de circuler. Ça fait partie de la stratégie pour empêcher l'émergence d'une force qui vient des quartiers populaires. L'autre processus qui explique pourquoi ça a du mal à émerger, pourquoi le nouveau monde ne naît pas encore, ça a été la dépolitisation de l'histoire. Et cette dépolitisation de l'histoire, elle est très fine, elle se fait sur la base de la reconnaissance. Méfiez-vous de quelqu'un qui vous reconnaît.
Vous savez, quand un élu dit « Oui, oui, je trouvais que vous exagériez, mais maintenant, je vous invite au cocktail. On est content, hein? Ouais, vous invite au cocktail, pourquoi? Pourquoi? Abdelmalek Sayad, qui est un des plus grands sociologues du siècle dernier, disait « Attention à ceux qui veulent vous intégrer, parce que intégrer, c'est aussi neutraliser. » Si la condition pour que vous alliez au cocktail, c'est que vous arrêtiez de réclamer justice pour Hossein Bourras, si c'est ça la condition, eh ben on a tout perdu. Bien sûr, on ne vous le dira jamais comme ça. On vous le dira en disant « Mais le discours est trop radical, mais vous exagérez, mais il faut comprendre la police. » Non, on vous propose une rencontre entre police et association. Hein, si on s'explique, on va finir par comprendre. Ces processus-là, c'est des processus qui amènent à ne plus voir, à ne plus être le porte-parole de ce qui se vit dans le quartier. Et c'est comme cela qu'on se coupe des jeunes de quartier populaire, qui ont la rage, hein. Faut pas rêver, hein. Ou bien on n'est pas en lien avec les jeunes de quartier populaire, mais avec la vie qu'ils vivent, soit ils se détruisent, ça effectivement il y en a beaucoup, soit ils ont la rage. Soit ils se font assassiner aussi. Oui, ça, je vous ai tout à l'heure la question. Et l'autre processus de dépolitisation de l'histoire, c'est la récupération dépolitisante par un certain nombre d'intellectuels, de chercheurs, il y en a plein de biens, les intellectuels et les chercheurs, là mais malheureusement, qui se présentent comme des amis, mais qui vont enlever du discours venant des quartiers tout ce qui est questionnant, tout ce qui est interrogateur. Je vais juste donner un exemple. Je sors un livre là dans 10 jours, qui est sur un moment de l'histoire particulier, qui est la tricontinentale. La tricontinentale, en 1965, ça a été un moment où des gens sont venus d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Ils se sont réunis, ils ont eu plein de débats sur comment on se coordonne, comment on change le monde. Et c'est complètement occulté, c'est complètement oublié. Et dans les travaux de la tricontinentale, il y avait une idée forte qui était apparue, qui était de dire une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à se libérer, c'est que le colonialisme ne s'arrête pas quand l'armée coloniale est partie. Il rentre dans nos têtes. Et il faut décoloniser nos esprits et nos imaginaires. Ça, c'est une idée force. Autrement dit, le colonialisme, les idées du colonialisme survivent à la disparition du colonialisme direct. Ça a été récupéré par tout un courant dans l'université qui s'appelle le postcolonialisme, mais en le coupant de sa base, en le coupant de son origine. C'est-à-dire qu'on a présenté le postcolonialisme comme différent de l'anticolonialisme, alors que le postcolonialisme n'est que la déduction logique de l'anticolonialisme. Et c'est les principaux auteurs qui vont permettre au postcolonialisme d'apparaître, c'est quoi? C'est Frantz Fanon, c'est Cabral, etc. Et vous avez des gens qui parlent de postcolonialisme sans faire le lien avec ça. Autrement dit, on a récupéré un mot, mais on l'a dévitalisé. Vous avez un exemple très concret aujourd'hui, le mot laïcité. Alors, on prend un mot, là c'est encore pire, là on a transformé le contenu de la laïcité. C'est-à-dire qu'on a fait passer en contrebande des choses. Ça donne d'ailleurs envie, dans les quartiers, à ce moment de jeunes qui disent « je ne suis pas laïque ». Parce qu'ils sont écœurés de ce qu'on appelle laïcité. Bien entendu, la laïcité, c'est pas ça. C'est du détournement. Et donc c'est à nous de dire qu'on est laïque. C'est eux qui ne sont pas laïques. Même le terme laïcard, je ne l'utilise pas. Laïcard, ce serait leur reconnaître qu'ils sont trop laïques. C'est pas ça, hein. En vérité, ils sont racistes. Voilà. Les laïcards, s'il y a un mot pour les prononcer, c'est raciste. C'est pas... et faisons attention à ne pas être trop gentils avec des gens qui nous tapent dessus. Ça aussi, c'est un défaut qu'on a fortement, qui est d'être un peu trop gentil. Autrement dit, ça sera ma seconde conclusion, si le nouveau monde a du mal à apparaître, c'est pas parce qu'on est nul. C'est pas parce que ce que pensent les habitants des quartiers populaires est déconnecté de la réalité. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire de la politique. C'est pour deux raisons. D'abord, on a en face de nous des gens qui ont mis en place toute une série de stratégies. À nous de les comprendre pour ne plus se faire avoir. Et deuxièmement, quand on est dans la précarité, c'est dur de s'organiser. Parce que la réalité, c'est qu'on arrivera à changer la société française quand on aura ceux qui vivent la pauvreté, ceux qui vivent la précarité, ceux qui vivent les discriminations racistes. Hein, c'est une des raisons de la déconnexion avec les militants. Le nombre de militants de gauche, d'extrême gauche, syndicaux, qui tiennent plein de grands discours, mais dès qu'on leur parle de « mais la police est raciste », ah non, hein, faut pas aller jusque-là quand même, vous exagérez. Sauf que quand on a 200 morts, on peut dire c'est 200 bavures, ou on peut dire il y a quand même peut-être des choses à comprendre dans les missions qu'on donne à la police, dans
formation de cette police, dans les consignes qu'on leur donne de contrôle brusque dans un quartier populaire par la BAC, etc. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'être un peu intelligent et de regarder les conséquences pour remonter jusqu'aux causes. Or, ça on ne le fait pas. Et donc, effectivement, on a en face de nous eu des stratégies. Ça veut dire qu'il faut tirer les leçons du passé pour ne plus se faire avoir. Et donc la précarité, c'est un élément qui est dur, qui est un obstacle à l'organisation. Mais est-ce que pour autant, il faut être désespéré et impuissant? Mais si vous regardez de près, en réalité, c'est ce que je dis de plus en plus, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Partout ça résiste. Partout ça bouge. Partout ça émerge. Partout on sent du nouveau qui essaye de pointer. Ils n'arriveront pas à l'arrêter tout le temps. Que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, partout vous avez des gens qui refusent de se soumettre. C'est parce que nous sommes tous enfermés dans notre micro. On a tendance à regarder le micro et qu'on ne fait pas des liens. Mais dès qu'on fait des liens et qu'on regarde, il y a combien de collectifs contre la police en France? Ce serait bien qu'ils se structurent et qu'ils fassent front commun. Mais il y en a combien? Il y en a plein. Ce qui veut dire que dans le rapport aux violences policières, on n'est pas devant un vide. Les gens s'organisent, se laissent pas faire. Simplement, oui, c'est chacun dans sa ville, et donc peut-être qu'il faut trouver des modes d'action qui nous mettent en commun, etc. Et sur toutes les autres questions, dans le débat on pourrait y revenir, dans toutes les discriminations, il y a plein d'endroits où les gens essayent. Donc on n'est pas dans une phase dans laquelle il n'y a rien. On est dans une phase dans laquelle il y a beaucoup de choses. La question qui nous est posée, c'est comment on le visibilise, comment on l'organise, comment on peut lui donner une dimension qui permette de changer le rapport de force. Je voudrais donner juste quelques exemples. En Afrique, dans les mouvements de jeunesse, il y a plein de mouvements de jeunesse qui apparaissent, vous les avez entendus, hein, ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas, etc., mais il y a plein de mouvements de jeunesse qui apparaissent. Il y en a marre au Sénégal, le ballet citoyen au Burkina Faso, etc. Si vous regardez, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Il y a un élément en commun, qui est quand même significatif. Ils disent tous qu'il nous faudrait une deuxième indépendance. C'est-à-dire que ce qui est mis derrière, c'est on a compris qu'il ne suffit pas d'avoir un drapeau et un hymne national, et que la vraie question, c'est quoi l'indépendance? C'est pas ça. Et bien ça, c'est énorme en termes de pensée. Et comme par hasard, ils ne se sont pas parlé, ils se sont parlé après. Mais c'est né au Sénégal, c'est né au Burkina, c'est né au Congo, parce qu'effectivement, les nouvelles générations grandissent en disant qu'est-ce qu'ont fait nos anciens, mais en quoi on nous roule, etc. Et donc il y a des générations militantes qui montent ailleurs. Vous aurez compris que je pense qu'il faut absolument être en solidarité avec tous les mouvements anticolonialistes qui émergent dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Second indicateur, qui aurait pu nous dire, alors bien sûr les médias ne vous diront pas ça, hein. On se dote de nos outils de communication à nous. Qui aurait pu nous dire que les aborigènes d'Australie allaient encore mener des luttes? Il y a un large mouvement là en Australie où les aborigènes se battent pour récupérer leurs terres. Les dominants en Australie étaient persuadés que c'était fini, on les a détruits, etc. Bien sûr, c'est plus dur pour eux parce qu'ils partent, ils ont été détruits, etc. Mais voilà, les enfants d'aborigènes qui reprennent le flambeau et qui se remettent à se battre. La même chose au Canada. La même chose en réalité dans tous les pays dans lesquels on a essayé de détruire les peuples. Autre indicateur. Le premier président indien en Bolivie. Après le massacre des Amérindiens. Et soutenu par qui? Soutenu par toutes les communautés indiennes. Ça, c'était inimaginable il y a quelques années. On a bien là du nouveau qui émerge et qui tente de se développer. Et puis même sur les guerres, mais en réalité, leur balkanisation, ils ont eu plein de victoires. Mais ils ont aussi des échecs. Ce qui se passe aussi en Syrie est un échec. Ils étaient persuadés qu'il suffisait d'envoyer, de soutenir plus ou moins directement Daesh et compagnie pour que ça déstabilise complètement l'État. Oui, sauf que c'est pas aussi simple que ça. Bien d'abord parce que la Russie a aussi compris que si elle laissait faire, après c'est la Russie qu'on va balkaniser. C'est-à-dire que, y compris entre eux, ils sont capables de balkaniser. Donc voilà, alors, ça ne veut pas dire que la Russie sait bien ce qu'elle fait. Il faut juste comprendre que leur